Si vous écoutez cet épisode en étant au début de votre parentalité, alors peut-être, j'espère un peu quand même, que cet épisode vous donnera des clés pour éviter certains pièges réservés surtout malheureusement aux femmes. Hey hey! Allez, si vous écoutez la matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast, La Matrescence, se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go. Ça va bientôt faire 7 ans que j'ai démarré mon aventure dans la parentalité. 7 années d'apprentissage et de grandes remises en question. Quand je regarde en arrière, j'ai de la compassion pour la Clémentine de 2017 qui démarrait dans cette nouvelle vie, dans cette matrescence. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des 3 erreurs que j'ai faites en devenant mère. D'ailleurs, on vous a préparé un super guide pour voir si vous arrivez à prendre soin de vous, pour voir si vous arrivez à remplir vos besoins et puis que vous puissiez regarder avec un tout petit peu de bienveillance et de compassion sur les erreurs que vous avez commises et comment vous pouvez naviguer à travers ça via ce guide. Donc, je suis sûre que vous pourrez vous y reconnaître dans ce dont je vais parler et peut-être rire avec moi ou peut-être pleurer si ça vous rappelle des souvenirs douloureux. Si vous écoutez cet épisode en étant au début de votre parentalité, alors peut-être, j'espère un peu quand même, que cet épisode vous donnera des clés pour éviter certains pièges réservés surtout malheureusement aux femmes. C'est pas un exercice facile d'avouer ses torts, hein. Dame culpabilité n'est jamais loin dans la parentalité. Et c'est toujours très désagréable de reconnaître qu'on a mal fait, surtout avec ses enfants. Donc c'est parti pour vous confier mes 3 erreurs. La première, elle est très simple, c'est que je n'ai pas demandé d'aide quand ça allait mal. La première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai commencé à écrire cet épisode, c'est la détresse dans laquelle je me suis retrouvée et comment j'ai pas su demander de l'aide à la hauteur de ce que cela méritait quand j'ai eu ma première fille. Vraiment, j'ai galéré dans cette transition du premier enfant, c'est-à-dire de passer à 0 à une liberté incroyable, à chacun fait sa vie comme il a envie, dans le couple on est plutôt égalitaire, à explosion, chamboulement, matrescence. Bon, j'étais évidemment épuisée par les nuits hachées et par l'allaitement, mais surtout, j'étais déboussolée par cette matrescence. Et ma sage-femme de l'époque m'avait donné le numéro d'une psy qui était plutôt spécialisée dans les nouvelles mères et le postpartum. Et j'y avais été au bout de 3 mois après la naissance de ma fille, sauf que j'avais été une séance et ça n'avait pas débouché un suivi. Et je pense que j'en aurais eu vraiment besoin à cette époque-là. J'ai demandé de l'aide, mais on va dire partiellement. J'étais rongée par l'anxiété, par la peur d'être séparée de mon bébé, par l'immensité de la responsabilité que ça signifiait de devenir mère. Et avec le recul aujourd'hui, je sais que j'aurais dû être en arrêt maladie. Franchement, j'ai repris trop tôt le taf. Et en plus, ça s'est très mal passé. Mais le problème, c'est que je savais qu'à mon travail, ils étaient un peu en train de me la faire à l'envers.
et je me suis forcée à reprendre pour pas qu'on me remplace. Sauf qu'en vrai, on m'a remplacée et j'ai démissionné 8 mois plus tard. Donc, si je m'étais vraiment écoutée, j'aurais dû demander un arrêt maladie ou un congé parental, peu importe ce que c'était, mais j'aurais pas dû reprendre le travail. En fait, j'étais sur un niveau de stress et d'hypervigilance tellement élevé que j'avais la sensation d'être la seule à vivre cette expérience, d'être la seule à plus comprendre qui j'étais. Et j'aurais aimé que quelqu'un voie ma détresse et me dise « Stop, pose-toi, reprends ton souffle et fais le point, attends d'avoir de la clarté et ensuite tu prendras des décisions. » Ouais, je m'en veux de pas m'être écoutée, mais j'ai découvert bien plus tard que je ne suis absolument pas seule à avoir vécu de l'hypervigilance, de l'anxiété exacerbée en postpartum. C'est pas commun, mais en tout cas, c'est caractéristique parfois du fait de devenir mère. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le postpartum, on le sait. Donc ça m'aurait fait du bien, par exemple, de connaître tous les livres d'Anna Roy et de savoir que je suis pas seule. Alors j'avais trouvé le mot matrescence, ça m'avait vraiment aidée, mais j'avais pas encore trouvé toute cette communauté qu'il y a aujourd'hui et où je sais que l'expérience elle est très commune en fait. Et donc cette solitude, ça tue les parents, c'est surtout les mères. C'est vraiment difficile parce qu'il y a beaucoup de culpabilité autour de ce qu'on ressent. Donc en fait, je m'en veux, surtout donc de pas m'avoir écoutée pour la reprise du travail et d'avoir voulu faire plaisir en fait à la société en général, parce que c'est un peu ça. On attend de nous qu'on reprenne nos rôles de femmes actives, de mères parfaites, d'épouses dévouées, d'amies incroyables, en ayant enfanté 2 ou 3 mois avant en fait. Ben non, c'est pas possible. Et je me suis mis une pression de malheur en me disant c'est ça qu'on attend de moi et il faut que je remplisse mon rôle qui est attendu par cette société qui marche sur la tête, soyons très honnêtes. Donc ne faites pas comme moi si vous avez vraiment un gros mal-être en postpartum ou que vous ressentez ce besoin de rester un peu plus longtemps à la maison parce que vous avez besoin d'être avec votre bébé. Si vous pouvez le faire financièrement, parce que là, je suis en train de dire quelque chose qui est un privilège, je le sais. On est aussi beaucoup à reprendre parce que financièrement, on doit le faire. Mais faites-le. Franchement, faites-le si vous pouvez, si vous êtes organisé avec votre conjoint ou votre conjointe, si vous pouvez bénéficier d'un congé plus long parce que vous êtes dans une super entreprise. Bref, faites-le. Vraiment, faites-le. Pour vous donner un petit exemple de mon état d'anxiété suprême, dont je me souviens très très bien, quand ma fille avait 7-8 mois, qu'elle se réveillait le matin, elle dormait plutôt bien, franchement, quand je compare à ma deuxième. Bref, quand elle se réveillait le matin, quasiment toujours en pleurant dans son lit, j'étais tellement, moi, en mode survie, donc vraiment c'est ce mode fight que vous avez dans votre système nerveux, que je me réveillais en sursaut, le cœur à 1000 à l'heure. Je courais dans sa chambre la voir ouvrir la porte, angoissée au possible qu'il lui soit arrivé quelque chose, alors que bon, en vrai, juste elle se réveillait, elle pleurait parce qu'elle voulait que je vienne. Alors qu'au fond, moi, la première chose dont j'avais besoin, c'était d'aller faire pipi. J'avais besoin d'aller aux toilettes d'abord, de vider ma vessie, avant d'aller être une mère qui allait s'occuper de son bébé. J'étais pas capable. J'étais incapable. Il fallait absolument que je sois cette mère qui va se plonger dans les besoins de son bébé d'abord. Voilà, je connaissais rien au système nerveux à l'époque, au rôle qu'il joue sur l'état d'anxiété. Je devais être inondée d'adrénaline et de cortisol, donc ce sont les hormones du stress qui deviennent néfastes. On en a besoin de ces hormones pour réagir dans des situations dangereuses, mais elles deviennent néfastes pour nous quand elles sont sécrétées de manière répétée, de manière chronique. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode de vendredi avec Emily Steinbach, qui est neuroscientifique et microbiologiste, parce qu'elle parle vraiment de l'environnement et donc des composants comme le sommeil, l'anxiété, le stress et la nourriture sur notre état de santé. Donc, vous l'avez compris, j'étais en surstress. Je venais de lancer le podcast, je crois, à ce moment-là. Et je pense que c'était mon exutoire, le podcast. Ça me faisait du bien de me dire, en fait, je ne suis pas seule. Je me rends compte, quand j'entendais, quand je lisais vos messages, tout ça, que je parlais de tous ces sujets-là en 2019. Donc, franchement, je me suis cramée, j'étais en lutte. Et quand on sait que la première cause de mortalité chez les mères après un accouchement, c'est le suicide,
il faut vraiment se dire que la détresse d'une mère, c'est pas à prendre à la légère. Il faut entourer les mères, il faut être présent et présente. Je dis ça en ayant tout à fait conscience que je l'ai pas toujours bien fait auprès de mes copines ou même de ma sœur, j'ai envie de dire, parce que moi aussi je suis dans la galère de la toute petite enfance. Mais si vous ne l'êtes pas dans cette galère de la petite enfance, faites-le en fait. Faites-le, soyez présent. J'avais aucune pensée suicidaire personnellement, hein, mais j'étais à côté de mes pompes. Toute cette matrescence m'avait pris mon énergie, m'avait fait ressortir cet état anxieux. Donc ça, c'est la première erreur que j'ai faite, c'est de ne pas demander de l'aide. Peut-être parfois, il faut faire plusieurs professionnels de santé pour tomber sur la bonne personne. Peut-être que parfois, il faut arriver à un point de non-retour et il faut aller en structure hospitalière. Ça arrive, j'ai déjà fait des épisodes dessus. Je salue Madeleine qui a été en unité psy-mère-enfant parce que ça venait ressortir des troubles bipolaires et d'autres problématiques psychologiques. Donc vraiment, demandez de l'aide, que ce soit l'entourage, que ce soit les professionnels de santé, comme vous voulez. La deuxième erreur que j'ai faite, qui en découle en fait du stress, c'est que quand on est stressé, on veut tout contrôler. Et je pense que ça en devenait maladif. J'étais stressée de tout. J'étais stressée du sommeil de ma fille. J'étais stressée si elle mangeait correctement. J'étais stressée pour les jouets qu'elle avait. Fallait absolument que ce soit du bois, pas du plastique. En fait, je suis pas vraiment comme ça à la base. Je suis pas contrôle fric. Mais quand je suis très anxieuse, très stressée, c'est ma manière de avoir du contrôle. C'est un réflexe classique en psychologie. Et vraiment, je me vois pas comme quelqu'un de spécialement angoissé sur ces aspects-là à la base. Je me ressens plutôt comme une mère hyper cool, pour le coup. Mais là, dans ces premiers mois, la maternité, ça a fait ressortir cette rigidité de ma personnalité parce que j'étais en déséquilibre. Il y avait pas de légèreté dans les débuts de ma maternité. Alors si, dans les premières semaines, mais avec la fatigue qui s'accumule, le déséquilibre dans mon couple, le travail qui reprend, toutes ces charge-là qui arrive et les demandes plus des besoins de ma fille, je m'en sortais pas en fait. Et en tout cas, c'est comme ça que je m'en souviens. Si ça se trouve, mon entourage vous dirait non, ça va, t'étais stressée de temps en temps, mais c'était pas la folie. Je pense pas qu'il dirait ça. Je pourrais demander à ma sœur. Mais moi, je me sentais très stressée. Vraiment, je sentais que c'était le chaos à l'intérieur de moi. Et là, je parle de ce ressenti qui a duré, franchement, sur les 2 premières années de la vie de ma première fille, avant 2020 que la pandémie n'arrive. Donc je voulais te contrôler parce que aussi avec mon mari, on avait fait une très grosse erreur de parents qui j'espère est une erreur qu'on fait de moins en moins aujourd'hui parce qu'on a de plus en plus d'informations, mais on n'avait rien anticipé dans notre couple, hein. On n'avait pas anticipé le fait de devenir parents. On n'avait pas ce podcast, la matrescence. On n'avait rien discuté, on avait discuté de rien, absolument de rien. Et moi, je me suis sentie très seule, très isolée dans la répartition des tâches de la charge éducationnelle, dans comment on voulait être parent, comment on voulait gérer les pleurs, comment on voulait gérer les crises, comment on voulait gérer juste le fait que je puisse, moi, respirer à un moment ou à un autre. Grave erreur. Mais là, on est deux à avoir fait cette erreur-là. Et en fait, on n'avait pas envisagé que je puisse me sentir mal à l'arrivée de ma fille. Mal d'être séparée d'elle, mal d'avoir peur de lui faire mal d'avoir peur de la laisser à d'autres personnes. Alors j'avais un peu de phobie d'impulsion. Vous savez, les phobies d'impulsion, c'est cette mécanique où notre cerveau, il imagine le pire. C'est-à-dire, si je la jette par-dessus l'escalier, ou je la fais tomber dans les escaliers, si j'ai un accident de voiture, là, si je me prends le mur, si le couteau, là, je le prends et que je lui mets un coup. Ça s'appelle des phobies d'impulsion. C'est très impressionnant, ça fait très peur, ça culpabilise beaucoup les mères d'avoir ça. Mais c'est très classique. Donc, j'en avais un peu des phobies d'impulsion, j'avoue. Mais c'est pas ça qui était le fond de la problématique. Donc ouais, on n'avait pas envisagé en couple que je puisse aller mal. C'est pour ça que le super guide qu'on vous a créé d'abord, il y en a créé 2 là qui sont bien. Un sur le postpartum, il est vraiment super utile parce qu'il vous fait vous poser de très bonnes questions. C'est une ressource importante pour vous déclencher des conversations avec votre partenaire. Le lien, il est dans les notes de l'épisode pour télécharger ce guide. Le deuxième guide donc qu'on vous a créé, c'est celui d'aujourd'hui pour que vous ayez conscience de vos besoins. Est-ce qu'ils sont respectés? Est-ce que vous avez commis ces erreurs-là de pas réussir à demander de l'aide, de pas réussir peut-être
à prendre soin de vous de manière concrète. On va en parler juste après dans la troisième erreur que j'ai faite. Et donc, si vous avez cette tendance à vouloir tout contrôler, essayez de comprendre pourquoi. Il vient d'où ce déséquilibre-là? Voilà, donc le guide vous aide à faire ça. Ça fait toujours du bien d'écrire, de mettre sur le papier. Et puis bon, être seule dans la parentalité quand on ne l'a pas décidé, c'est une épreuve difficile et douloureuse. Et moi, c'est un peu cette sensation-là que j'ai eue dans les premiers mois de vie de ma fille, parce qu'on était en décalage monstrueux avec mon mari. Et ça a pas fait ça sur ma deuxième, par exemple. Et j'ai déjà fait un épisode sur le fait que les hommes ont une patrescence un peu à retardement, ce qui est pas simple dans le couple. Mais donc, quand on est jeune mère, qu'on se retrouve à se dire « mais je suis pas normale, en fait, je suis la seule qui ressent ça », pas du tout, je vous le dis, on est plein, et que votre compagnon, souvent ce sont les hommes, ne comprend pas, ouf, ça fait mal. Donc, pour nous épargner d'être des contrôles fric, messieurs, ça serait bien que vous preniez part à cette aventure dès le premier jour de l'arrivée de votre enfant. Je pourrais même dire dès la grossesse, hein. Mais je sais que c'est plus difficile à conceptualiser pour les hommes tant qu'ils n'ont pas le bébé dans les mains. Mais vraiment, on a besoin du partenaire si on n'a pas décidé de faire un bébé tout seul dès le début, hein. Voilà. Donc moi, cette envie de tout contrôler, ça a aussi généré une très grande incapacité à laisser ma fille à d'autres personnes pour souffler. Quand je vois la facilité avec laquelle je laisse mes filles aujourd'hui, et je sais qu'à l'époque, je prenais des décisions basées sur mon anxiété. Alors, avec 3 enfants, tout est plus dur, on est d'accord, hein, tout est multiplié, tout est difficile, mais au moins, ça nous oblige à lâcher prise sur une grande partie de nos principes pour se prioriser. Voilà, ma dernière, elle a 2 ans et demi. Pardon, June. Et en fait, j'ai aucun mal à la laisser plusieurs jours sans moi. Alors, c'est sûr que c'est plus facile, elle a ses 2 grandes sœurs, donc je sais qu'elle est entourée. Mais vraiment, c'est sans aucun souci pour moi de la laisser, alors que ça aurait été impossible de le faire à l'époque de ma première. On évolue dans nos parentalités, on grandit avec eux, donc ça se ressent. Donc si c'est votre premier enfant que vous n'arrivez pas à le laisser, pas de culpabilité, en fait, vous inquiétez pas, hein, on est plein d'être comme ça. Et il y en a d'autres pour qui c'est très facile, et tant mieux, et c'est pas grave. Mais ce que je sais au fond de moi, c'est que j'aurais quand même eu un grand besoin de souffler, de me reposer, de prendre soin de moi. Je dis pas 3 semaines, hein, c'est vraiment pas ça le délire, mais allez, 2 jours de temps en temps d'être une adulte à nouveau et de ne pas être 100% une maman. Donc ça, c'était les 2 premières erreurs, vous l'avez compris. Pas demander de l'aide et ne pas réussir à ne pas contrôler. Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, ne pas réussir à lâcher prise. Et la 3e erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas respecté mes besoins. Parce que tout ça, là, le fait de pas demander d'aide, le fait de tout contrôler, d'être très anxieuse, ça mène à quoi? Au fait qu'on respecte pas nos besoins. J'étais dans le sacrifice. Comme si toute ma vie m'avait menée à ce que je sois celle qui gère absolument tout de A à Z à la maison et qui ne fait absolument plus rien pour elle à part prendre soin de ses enfants. Sauf que, faut être très honnête, personne ne peut survivre de cette manière, ou en tout cas pas sur le long terme. Donc, il y a une première chose que j'ai dû faire, c'est quoi mes besoins? Je ne savais même pas à quoi ça ressemblait un besoin. Donc, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que sont les besoins? Il y a des besoins primaires, il y a des besoins essentiels. Et je vais vous expliquer parce que il y a une personne qui l'a très bien théorisé, c'est Abraham Maslow. Donc, on appelle la pyramide de Maslow qu'il a créée. C'est une pyramide qu'il a divisée en 4 étages et dont je vais vous parler. Donc, il y a les besoins physiologiques, qui sont manger, boire, dormir, éliminer, ça veut dire aller aux toilettes, respirer, avoir une protection thermale, avoir la santé et une hygiène. Donc, rien que sur celui-là, sur ces premiers besoins physiologiques, en tant que parent, on peut être très, très loin de les combler dans les premières semaines, premiers mois, voire premières années, pour le sommeil par exemple, ou juste le fait d'aller aux toilettes tranquillement, le fait de pouvoir prendre une douche tranquillement, le fait de pouvoir manger comme il faut, parce que simplement parfois on est tellement épuisé, on est tellement dans le sacrifice de prendre soin de notre enfant, qu'on oublie de manger dans le quotidien. Oui, je vous promets que ça arrive. Ma première fille, j'avais perdu, 8 kilos, un truc comme ça, non et moins, 6 kilos, j'étais épuisée. Et je mangeais plus rien. Je m'occupais de ma fille tout le temps. Alors ça, c'était aussi un déséquilibre dans mon couple, très bien, mais donc cette pyramide de mes besoins physiologiques n'était pas du tout respectée. Donc, allez regarder dans le guide, est-ce que vous cochez ces cases-là? Est-ce que vous respectez vos besoins physiologiques? C'est très important. Le deuxième
étage de la pyramide, ce sont les besoins de sécurité. Logement, stabilité, prévisibilité, routine, encadrement, présence rassurante, paix. Donc rien que ce mot paix. Dans le monde, vous le savez, on est très chanceux. Aujourd'hui, nous, on vit en paix. Je pense tellement souvent à ces mères qui vivent dans des zones de guerre. Ça me détruit à l'intérieur. Parce que comment on peut élever correctement des enfants quand on n'est pas en paix? Donc il y a ça, il y a ce besoin de sécurité qui est très important, d'avoir un logement. Voilà, on peut vivre dans une société qui est en paix comme aujourd'hui et avoir un logement miteux, insalubre, qui met nos enfants en danger. On peut avoir une imprévisibilité, un manque de prévisibilité en tout cas qui nous met en insécurité. Donc voilà, tout ça, dans quel contexte est-ce que vous vivez? Est-ce que ces besoins-là de sécurité sont respectés? Le troisième étage de cette pyramide, c'est le besoin d'appartenance. Donc, ce soit appartenir à une famille, à un cercle d'amis, à un groupe. Est-ce que vous êtes aimé? Est-ce que vous ressentez ces marques d'attention, d'amitié? Est-ce que vous faites partie d'une communauté? C'est très important. En France, on a plus de mal à dire ce mot communauté parce qu'on en a fait un gros mot, le communautarisme, mais c'est très important la communauté. Et c'est un peu ce que j'avais voulu faire en lançant la matrescence, vous donner un espace de communauté et que j'espère très fort pouvoir atteindre encore à un autre niveau avec la formation que je vous propose à la rentrée pour que vous ayez accès à une plateforme où vous pourrez être entre vous aussi, entre parents. Même s'il y a déjà Patreon, et je vous salue vraiment vous qui écoutez et qui êtes sur Patreon parce que une fois par mois, le jeudi, on fait un cercle pour celles et ceux qui payent 15 € par mois. Et c'est hyper précieux. J'adore ce moment-là. Ça fait ressentir cette dose d'amour dont on a besoin dans la parentalité, ce besoin d'appartenance. Donc ça, c'est la troisième couche de la pyramide. La quatrième, la dernière, c'est le besoin d'estime. Est-ce que vous avez une image positive de vous? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce qu'il y a de la réussite dans votre vie? Ça, c'est très personnel, c'est à voir avec vous. Comment est-ce que vous vous sentez à ce moment précis de votre vie? Tout ça, ça évolue, hein. On n'est jamais dans la même pyramide en fonction des phases de notre vie. Et donc, le cinquième étage de cette pyramide, c'est quoi? C'est le plein potentiel de soi, c'est-à-dire quand tous ces besoins-là sont remplis. Bien là, on fonctionne au maximum de nos capacités. Autant vous dire que moi, avec mon sommeil de mierda, je fonctionne pas du tout avec mon maximum de capacités. Mais j'ai beaucoup d'autres choses qui sont cochées. Donc j'ai pas vraiment à me plaindre sur cette pyramide des besoins. Sauf que vraiment, je vais le préciser, cette pyramide des besoins, quand je suis devenue mère, pas du tout. Franchement, devenir parent, c'est ça, hein, c'est faire valser cette pyramide de Maslow et c'est devoir la reconstruire petit à petit, bout à bout, pour essayer de comprendre de quoi on a besoin désormais. Je sais qu'à l'époque où ma grande est arrivée sur cette planète, 2017-2018, là, franchement, j'arrivais péniblement à aller une fois par semaine au yoga et ça me coûtait de la laisser, de prendre soin de moi. Ça me coûtait de me dire, je l'abandonne, c'est pas ok. Non, c'est ok. C'est ok de prendre soin de vous. Les seules fois où j'étais capable de partir et de la laisser, c'était pour aller travailler. Et je me persuadais que c'était ok parce que c'était pour le travail. En revanche, ça me serait jamais venu à l'idée de me dire que c'était ok de souffler pour prendre soin de moi ou de mon couple, hein. Voilà. Donc, cherchez l'erreur. Non, c'est ok de prendre soin de vous et pas que de travailler. Voilà. En gros, mes besoins avec un seul enfant, j'aurais encore pu les respecter si j'étais dans une meilleure phase de ma vie, on va dire. Si le puzzle n'avait pas été éclaté en 1000 morceaux, j'étais en train d'essayer de le reconstruire. Avec deux, c'était possible, sauf que la pandémie est arrivée et nous a enfermés à la maison. Et alors, quand ma troisième a déboulé dans ma vie, j'ai un peu oublié que j'avais un corps qui fonctionnait sans mes enfants, hein, parce que j'avais deux toutes petites, en bas âge. J'ai oublié pendant de longs mois que j'étais en fait un être humain à part entière. Je pense que ça peut résonner dans plein de situations pour vous qui écoutez. Je crois que ça fait partie de la parentalité. J'ai eu des graves problèmes de sommeil pendant des années et je suis encore toujours en plein dedans, même si ça s'améliore. Donc vraiment, j'étais pas ma priorité. J'avais oublié ce que ça voulait dire d'être ma priorité. Il a fallu 1 an après l'arrivée de ma troisième pour reprendre mon souffle, en ayant vécu une période cataclysmique qui m'a obligée aussi à reprendre mon souffle et à me concentrer sur moi. En fait, elle marchait, c'est tout bête, hein, mais ma dernière fille, quand elle a eu 1 an, elle a commencé à marcher, donc j'avais juste plus de liberté de mouvement. Genre dans la maison, juste, je pouvais retrouver un peu d'espace personnel. Voilà où j'en étais arrivée quand même. Et
pour terminer, pour conclure, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a quand même une grande part de sacrifice dans la parentalité. Je crois qu'il faut en avoir conscience. Il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants et je les comprends parce qu'elles comprennent ce que ça veut dire, ce que ça engendre comme conséquence. Moi, j'y crois pas à ce discours de dire on n'est pas obligé de se sacrifier pour être parent. C'est vrai à un moment donné, mais au début, je suis désolée, on est un petit peu obligé de se sacrifier. C'est normal parce que ça demande tellement d'engagement psychologique et physique d'avoir des nourrissons que bah oui, sur une période de temps, on doit un peu se sacrifier. Pas toute la vie, ça par contre c'est une réalité, je suis d'accord avec ça. Mais être parent, bah, faut en avoir conscience. Par contre, j'ai bien dit parent, je n'ai pas dit mère, d'accord ? Donc le sacrifice, c'est pour les deux, les gars. Faut se remettre à la page là. Et pour vous, mesdames, qui avez une grande tendance à vous sacrifier comme moi, on est deux, d'accord ? Et il n'y a pas écrit sur votre front que c'est ce que vous devez faire toute la vie. C'est ce que je vous disais. Bref, ça dure un temps. C'est plus ou moins difficile pour certains et certaines de lâcher prise. Ça, on a compris. Mais aujourd'hui, voilà, moi, ma dernière, elle a 2 ans et demi. Et franchement, je chéris cette liberté que j'ai retrouvée. Tout le monde me dit, alors un petit 4e. Non, pas du tout, non. Pas de 4e, non. Je veux ma liberté. Je suis très bien avec 3 enfants. Je repeuple la France. Laissez-moi. Voilà, je connais juste aussi aujourd'hui l'importance de mes besoins. C'est pour ça que ces erreurs-là, je les ai faites, mais j'ai appris. Alors, j'ai appris que surtout j'avais besoin de sommeil, mais bon, ça, c'est pas nouveau, comme tous les êtres humains sur Terre, en fait. Et j'ai besoin de voir d'autres adultes. Voilà. Et qu'est-ce que moi j'ai fait pour ça, pour aller un peu mieux ? Bah, déjà, j'ai pris mon vendredi off quand je travaille. Donc, j'ai pas pris mon mercredi, vous aurez noté. C'est-à-dire que j'ai pas voulu me rajouter la charge de garder mes enfants le mercredi. Non, le vendredi, c'est mon jour sacré. Mon jour pour moi. Alors, parfois j'y arrive, parfois non. Mais ce jour, il est sacré. Essayez de trouver un moment sacré dans votre journée. Si vous pouvez pas faire comme moi, travailler 4 jours par semaine. Si vous pouvez pas avoir un samedi de temps en temps. Voilà, une heure qui est à vous. À vous. Et cette heure-là, elle fait un bien fou. Donc, ces 3 erreurs, de pas demander de l'aide, de vouloir tout contrôler, de se sacrifier, elles m'ont beaucoup coûté, vous imaginez bien. Mais elles m'ont aussi énormément permis d'apprendre, en fait, ces 3 erreurs. Et tant mieux. Il faut que nos erreurs nous permettent d'apprendre. Ça sert à rien sinon de faire des erreurs. Est-ce que je suis encore parfois dans ce schéma-là ? Oui. Mais par exemple, je demande de l'aide systématiquement à des professionnels maintenant. J'ai plus de problème avec ça. Donc, j'ai réglé l'erreur numéro 1. En revanche, pour le sacrifice, c'est toujours assez compliqué de me faire passer en première. Je lutte contre moi-même. Soyons honnêtes, je lutte pour me faire passer en première. Il y a des jours où vous allez comprendre cette métaphore, le masque à oxygène. Je me le mets sans souci sur moi avant de penser aux autres, pour pouvoir survivre en cas de crash. Et il y a d'autres jours, je le mets sur le visage de mes enfants bien avant d'avoir pensé juste à moi. Voilà, c'est un jeu d'équilibriste, la parentalité. C'est même un apprentissage permanent et personne ne le fait parfaitement, s'il vous plaît. On fait tous des erreurs. Il y a que en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, ne culpabilisez pas, c'est normal de faire des erreurs, c'est normal d'apprendre au fur et à mesure, c'est normal de se dire j'aurais fait différemment si j'avais su. Bah ouais, ça fait partie de l'expérience de la parentalité et de l'humanité même, je dirais. Je terminerai vraiment par un mot. Si vous avez écouté jusque-là, vous êtes des super parents. Je le dis parce que on l'entend pas assez. On ne se le dit pas assez. Notre entourage ne nous le dit pas assez. Vous êtes un super parent, peu importe si vous faites des erreurs. Voilà, c'est dit. Bravo à vous, on va y arriver. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve vendredi pour le dernier épisode de la saison. Après, je clôt. Je vous dis très bonnes vacances de vive voix parce qu'il n'y aura pas d'autres épisodes solo avant la rentrée scolaire de septembre. Parce que je vais être très honnête, je suis fatiguée. Le contexte politique international, des conflits, il est très difficile. Cette année 2024, elle a été éprouvante pour plein de gens. Et moi, j'ai besoin de faire une longue pause. Je suis dans un métier créatif et donc je vais couper. Je vais prendre soin de moi. Je vais me ressourcer avec mes enfants et sans mes enfants. Oui. Il y a 2 semaines où j'aurai des vacances sans mes enfants, donc quelques jours où je pars avec mes amis. Et ça sera les bienvenus. Donc voilà, prenez soin de vous. Il y a encore un épisode, je vous le disais, et il y a plein de rediffs tout l'été pour vous accompagner dans cette période estivale. Mais merci pour cette année 2024 incroyable avec vous par contre.
J'ai été très touchée par tout l'engouement, par votre fidélité. Même, voilà, on a lancé une newsletter, c'est pas rien. Vous êtes bientôt 30 000 à être abonnés. Je trouve ça ouf, je trouve ça génial. Il y a plein de choses que j'aime dans mon métier, donc vous me le renvoyez au centuple. Merci, merci, merci. Bonnes vacances si vous en avez. Prenez soin de vous, quoi qu'il arrive. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.